Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le président de la République met tout en œuvre pour le bien-être des soldats. Un message d'assurance du ministre d'État, ministre de la Défense face aux militaires. Téné Birahima Ouattara était en visite dans les casernes et structures de l'armée à Yamoussoukro. Il s'enquiert des conditions de travail de ces hommes. La Côte d'Ivoire s'illustre de fort belle manière lors du forum économique annuel sur l'investissement et les échanges commerciaux en Afrique. Les ministres Kandia Kamara et Kobena Kwasi Adjoumani présents à Tunis pour porter la voix du pays. Les participants appellent à faciliter le commerce entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Près de 2 millions d'emplois créés grâce au soutien de l'UE. L'Union européenne a octroyé à la Côte d'Ivoire la somme de 13 milliards de francs CFA, un montant inscrit dans le cadre du programme d'appui au secteur vivrier. Les deux parties font le bilan 2 ans après la mise en œuvre. Variétoscope Golden Voice Tonnerre Emploi, enjaillement de nouveaux programmes et d'anciennes émissions cultes de retour pour ces vacances 2021 sur la RTI. Hier, lancement de toutes ces productions, les chaînes de télé et radio du groupe mobilisé pour vous offrir le meilleur pendant ce temps de pause scolaire. Une quarantaine de récits, toutes aussi belles les unes que les autres. Un vrai coup de maître pour un homme des médias. Un journaliste présentateur de renom qui a fait les beaux jours de la télévision ivoirienne. Un essai autobiographique qui retrace les souvenirs et anecdotes tirées de la vie d'enfance de Ali Yoda. La carte du parti est le titre de son premier ouvrage. Ali Yoda, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi il était important pour vous de revenir sur votre enfance à Garango, dans le département de Bouaflé? Ce retour sur mes pas d'enfance à Garango, comme tu vous le dis si bien, c'est juste pour que cela puisse, sans grande prétention aucune, servir certainement quelque part d'exemple à nos enfants, à nos petits frères, parce que à travers ces récits que je propose aux lecteurs, c'est que nos enfants et nos petits frères, comme je l'ai dit, puissent tirer enseignement de cela. Parce que on a souvent l'habitude de penser que le fait que les parents soient assez rigoureux, sévères avec nous, on dit que c'est de là, ils nous maltraitent, tout ça. Or, ce n'est pas ça. D'accord. Alors, on vous retrouve donc dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité et on en reparle. Le ministre d'État, ministre de la Défense, rassure les soldats. Tout est mis en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail. Un message de Téné Birahima Ouattara en visite dans les casernes et structures de défense à Yamoussoukro. Une série d'activités qu'on voit avec Abou Sanogo. Yamoussoukro, base des unités d'intervention des forces spéciales. Elle abrite les unités commando Gamma, dont la devise est « toujours prêt au combat ». Cette unité est spécialisée au combat en zone urbaine, aux missions de renseignement opérationnel, de patrouille spéciale et offensive et à la lutte antiterroriste. Et l'escadron blindé, dont la devise est « oser gagner ». La base de ces unités d'intervention des forces spéciales a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Objectif, s'imprégner des réalités de ces hommes. Une visite saluée à sa juste valeur par la hiérarchie des forces spéciales. Vous voir ici chez nous, ça nous donne le moral. Malgré le fait que nos hommes soient un peu partout à Diaké, à Abidjan et même à Yamoussoukro, cela ne nous empêche pas de remplir notre mission avec abnégation. Téné Birahima Ouattara a transmis aux forces spéciales les encouragements et les félicitations du président de la République, chef suprême des armées, et a dit son engagement à offrir aux militaires des conditions de vie et de travail meilleures. Je peux vous assurer que nous prendrons la tâche de vos responsables de l'état-major de l'armée pour voir ce que nous pourrions encore faire, pour faire en sorte que vous continuiez d'avoir donc des conditions de travail et de vie meilleures. Tout ceci matérialisé par l'inauguration de 2 bâtiments troupes R+1 d'une capacité d'accueil allant jusqu'à 200 personnes. Ces bâtiments comprennent 12 chambres entièrement équipées, 2 grandes salles d'eau, ainsi que des aires de rassemblement pour la troupe. À l'issue de la visite de ces infrastructures, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, s'est rendu au groupement numéro 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. Et là, il a eu droit à la présentation de la seule force armée autorisée dans les palais nationaux et chargée des missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions.
quelques installations de la Carzen avant de prendre part à un repas de corps avec ces hommes dans la convivialité. Nos soldats font face à un défi important et pour ce faire, il faut venir donc à leur écoute pour savoir un peu quels sont leurs besoins, quelles sont leurs préoccupations pour qu'ils puissent, dans un deuxième temps, de façon vraiment très responsable, aider la Côte d'Ivoire à stopper ce fléau que nous connaissons tous, qui est le terrorisme. J'ai rencontré des personnes donc enthousiastes qui sont prêts à défendre la Côte d'Ivoire. Le groupement numéro 2 de la garde républicaine a offert à cette occasion des présents au ministre d'État, ministre de la Défense, Teni Birahima Ouattara. Et en économie, fin du forum économique annuel sur l'investissement et les échanges commerciaux à Tunis. La Côte d'Ivoire représentée par les ministres d'État Kandia Camara et Kobena Kwasi Adjoumani. Les pays ont proposé des mécanismes de financement des opérateurs africains. Ils appellent à faciliter les échanges entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Michel Digré. Plus de 1000 opérateurs économiques et 9 ministres d'Afrique subsaharienne, c'est le challenge relevé par les organisateurs du forum économique FITA. En Tunisie, l'État de Côte d'Ivoire est représenté par 2 ministres, Kandia Camara et Kobena Kwasi Adjoumani, ainsi qu'une forte délégation d'hommes d'affaires ivoiriens. À l'ouverture des travaux, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rappelé les enjeux de la zone de libre-échange africain, ZLECAf, qui devrait contribuer à faire progresser la transformation structurelle de nos économies et à remodeler les marchés régionaux. Si nous parvenons à atteindre les objectifs de la ZLECAf, qui sont déjà bien définis, cela pourrait permettre à nos pays de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de 68 millions d'autres bénéficiaires qui vivent avec moins de 5,50 $ par jour. Les objectifs de croissance solidaire et inclusive auxquels nous aspirons ne seront pas atteints si les entreprises africaines ne parviennent pas à tirer pleinement profit des opportunités en termes de commerce et d'investissement. Kandia Camara a par ailleurs invité les opérateurs économiques tunisiens à s'impliquer dans la mise en œuvre des projets structurants inscrits dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. L'enjeu de ce forum étant de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux intra-africains afin de faciliter la coopération entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Et parlons justement de la coopération. L'Union européenne a octroyé à la Côte d'Ivoire la somme de 13 milliards de francs CFA, un montant pour aider le pays dans le cadre du programme d'appui au secteur vivrier. 2 ans après, c'est l'heure du bilan. On retient que 2 millions d'emplois ont été créés. De Yamoussoukro, le reportage de Jean-Jacques Kwame. Cette rencontre avec les principaux acteurs du programme d'appui au secteur vivrier que sont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et conseil agricole FIRCA, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été l'occasion de présenter les résultats de ce projet. Valeur environ 13 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne. Objectif, contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois permettant un approvisionnement du marché. Au terme de 3 années d'exécution, le programme enregistre des retards dans l'exécution. Mais les deux parties, l'État et l'Union européenne, sont optimistes vu le nombre d'emplois créés, environ 2 millions dans le secteur du vivrier. Ce projet est très important pour nous tous parce que non seulement ça concerne la sécurité alimentaire, ça permet d'avoir des emplois et nous connaissons l'importance, ne serait-ce que même de la kéké en Côte d'Ivoire, donc du manioc et des produits maraîchers. C'est vraiment un exemple où on fait quelque chose de positif pour la nutrition, mais au même temps, on revive, on renforce, on professionnalise cette filière-là. Et donc, on crée de l'emploi, on rend une filière rentable et donc on atteint plusieurs objectifs au même temps. Pour la filière maraîchère, 11 serres sont opérationnelles. Quant à la filière manioc, c'est toute la chaîne des valeurs, production, transformation et commercialisation qui bénéficient des atouts du projet. Les représentants des structures engagées ont présenté entre autres un système de suivi des prix opérationnels, une étude prospective sur l'approvisionnement des marchés urbains. Ils ont promis relever les défis structurels de l'économie agricole et de la vulnérabilité des populations. Le projet, dont le taux d'exécution
avoisine les 50%, prend fin en novembre 2023. On fait également le point sur la lutte contre la Covid-19. Continuons de respecter les mesures barrières. Voici les chiffres de ce samedi. 39 nouveaux cas de Covid-19, 34 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 176 cas confirmés, dont 47 749 guéris, 311 décès et 116 cas actifs. Au total, 701 511 personnes vaccinées contre la Covid-19. Une autre bataille, la lutte contre la drogue, s'intensifie en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, le projet Yapadra vient d'être lancé à San Pedro. Il vise la consolidation et l'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des usagers de drogue dans la deuxième ville économique du pays. D'ici à 2023, 8000 personnes vont bénéficier de cette initiative. Sam Konan est notre correspondant permanent dans la région. C'est une amie qui venait de temps en temps derrière une grande sœur à moi. Au fait, elle arrive mon giga pour venir me dire que viens, je vais te montrer une bonne chose. Donc c'est dans ça ma curiosité a fait que je l'ai suivie. Et elle m'a montré la drogue. Et puis elle m'a donné de tirer. Donc j'ai commencé à tirer. Et voilà comment j'ai commencé à être accro de ça. Tel est le témoignage de cette jeune fille anciennement usagère de drogue. Et quand elle en consommait, ce n'était pas n'importe quelle drogue. Au temps où je fumais, c'était le yo et le pao. C'est une dose qui est très forte. Cette dose, même quand tu prends, tu es hors de toi. Aujourd'hui, cette jeune fille a décidé de ne plus être hors d'elle. Elle ne fume plus la drogue. Et cela grâce à une sensibilisation et une prise en charge. Et grâce à Posam et puis les projets ont fait que de jour en jour, ils passaient au ghetto pour venir nous rendre visite. Et grâce à eux, il a arrêté la drogue à là. Et puis, en tout cas, je conseille mes amis d'arrêter la drogue. Comme elle, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires entendent aider plusieurs usagers de drogue de San Pedro à sortir de ce milieu. Pour éviter que ces jeunes rentrent dans la drogue, avant d'essayer de les en faire sortir, ce qui est d'ailleurs difficile. Donc, prise en charge des usagers de drogue, mais cela va être accompagné dans la région de San Pedro de vastes campagnes de sensibilisation en direction de toute la jeunesse. Ce programme qui a débuté à Abidjan vient d'être lancé ici à San Pedro, à travers le projet de consolidation et d'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des personnes usagères de drogue précaires. La troisième phase d'un projet qui vise l'extension au-delà d'Abidjan, d'un projet donc de réduction des risques qui s'appelle Yapadra, à destination des personnes usagères de drogue précaires. Nous allons aller non seulement prendre en charge les usagers de drogue au niveau de notre centre et aller aussi dans les ghettos pour nous approcher des bénéficiaires pour leur donner des soins. Ce projet de lutte contre la drogue va s'étendre sur 3 ans et vise à terme 8000 personnes usagères de drogue. Et le tour de l'actualité ce soir nous emmène aussi dans la région du Gord, précisément dans le canton Pakolo. L'ONG Agir pour l'écologie aura bientôt un siège à Guibouo. La première pierre est posée, c'est avec le soutien de la Commission nationale de l'UNESCO. Le député de Divo offre 5 tonnes de ciment pour le démarrage des travaux. Chaque connaît. Voilà les images. Expression visible et palpable de la naissance d'une ambition nourrie par l'universitaire Annie Désiré de Guibouo. Bâtir une maison dédiée à l'action écologique en milieu rural. Les universitaires veulent se libérer du savoir académique, du savoir dogmatique, peu fertilisant, pour venir dans le monde rural et changer les expériences avec les planteurs. C'est pour cette raison qu'elle opte de construire son siège à Guibouo. Le professeur-chercheur a pensé à un argumentaire pour la formation, une formation en phase avec sa vision et ses objectifs fixés. Aujourd'hui, il y a le changement climatique. Quel type de culture résiliente faut-il pour s'adapter à tous les climats? Et nous allons essayer ensemble de trouver des mécanismes de compréhension de tous ces phénomènes et lutter pour une culture résiliente. Le deuxième niveau, c'est l'agroforesterie, qui va
être un pan essentiel de notre formation. Les conflits endémiques se répandent dans le tissu social, souvent par incompréhension. Alors, il y aura un chapitre sur l'éco-citoyenneté pour comprendre la notion de brassage ethnique. Merci de nous aider à faire une mutation positive, a indiqué le chef de canton. Cela grâce à cette formation à l'écologie et à la citoyenneté. Bansé Madi Abdullah, représentant du ministre burkinabé de la fonction publique coparrain, salue la singularité de l'engagement du professeur Annie Désiré. En effet, ces dernières années, des fils et des filles dignes d'Afrique, soucieux du bien-être de leurs concitoyens, se sont mis ensemble pour créer des ONG qui, pour lutter contre la faim, qui, pour lutter contre la maladie et autres analphabétisme. Nos dignes frères ont choisi l'écologie, mais en réalité, tous convergent vers la lutte contre la pauvreté. Une singularité partagée par le député de Divo, commune, Famoussa Koulibaly, le second parrain de la cérémonie. Investi dans la formation à l'écologie, c'est prolonger l'action gouvernementale. La vision qu'il a, c'est la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi l'État a mis un certain nombre de ministères en place. Et par synergie d'action, lutte contre le réchauffement climatique. Point final de cette célébration de l'écologie en milieu rural à Guibouo, les dons faits à l'endroit des invités et des veuves du canton. À Songon, on célèbre l'excellence, une première édition organisée par le député, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. 95 élèves distingués, Robert Begré-Mambé les encourage au travail bien fait. Rascando. Palais de la chefferie de Dagbe dans la commune de Songon. Nous ne sommes pas à une séance de règlement de conflit, mais plutôt à la fête de l'excellence des écoles. 95 élèves ont été distingués, dont 76 écoliers et 13 du secondaire. En plus des kits scolaires, ces meilleurs élèves ont reçu des dons en numéraire. J'ai eu 18 secondaires de moyenne. Je suis contente d'être la meilleure des meilleures. Je vais devenir enseignante. Je suis en classe de CM2. Je suis contente parce que j'ai reçu un cadeau. Je vais dire merci à mes parents et à mon maître de CM2. Je vais encore travailler beaucoup. Ces primés sont issus des 88 écoles de la circonscription de Songon. À cette cérémonie de distinction, les formateurs n'ont pas été oubliés. Sur 5 années consécutives, j'ai fait un taux de reçu de 100% au CEP. La recette, il faut dire que c'est le travail, l'assiduité, la ponctualité dans le travail, la rigueur, c'est tout. Cette cérémonie d'excellence, qui est à sa première édition, a été possible grâce au ministre-gouverneur et vise à créer une saine émulation chez les élèves. Que l'excellence ne soit pas pour une année, mais pour toute la durée du cursus scolaire. Et nous voulons leur dire que demain la Côte d'Ivoire sera entre leurs mains. Donc c'est dès à présent qu'il faut qu'ils s'arment de courage et de détermination. Pour maintenir le cap de l'excellence, le ministre-gouverneur suggère qu'un système d'encadrement soit mis en place dans les villages. À l'époque, dans les villages, la chefferie mettait en place un système d'encadrement qui permettait à certains ressortissants du village désignés par les chefs de passer de cours en cours pour voir si les enfants se livraient à la révision de leurs leçons, de manière à ce que les résultats scolaires soient des meilleurs. J'ai insisté pour que les chefs du village reviennent sur ce dispositif. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé invite les élèves à s'occuper sainement en cette période de vacances. Et Amara Keïta est un exemple de l'excellence à l'école. À 18 ans, il est admis à Polytechnique Paris. Cet enfant de Bouaké a été reçu par le maire Djibo Youssouf Nicolas. Et la bonne nouvelle, le budget 2022 de la municipalité va prévoir une rubrique pour lui permettre de continuer ses études dans la capitale française. Kader Sogologo. Il est désormais une fierté pour Bouaké. Amara Keïta, après des études secondaires au lycée Djibo Sounkalo de Bouaké, et au lycée classique de la même ville, va décrocher à l'âge de 16 ans son baccalauréat série C. Nous sommes en 2019. La même année, il fit son entrée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny
de Yamoussoukro en maths, physique et sciences industrielles. Aujourd'hui, âgé de 18 ans, il est admis à Polytechnique à Paris. Je suis très heureux et tout cela aussi, je dois remercier aussi mes professeurs qui m'ont vraiment encouragé. En fait, c'était la motivation qu'il fallait. Et c'est d'eux que j'ai eu ça, donc je les remercie vraiment beaucoup. Il faut juste bosser pour ce que tu veux, il faut avoir un objectif précis. Il n'était pas prévu que Amara Keïta en arrive là. 2003, décès de son père. 2008, décès de sa mère. C'est sa sœur aînée, sans emploi, qui aura veillé sur lui. Il étudie bien, il est encouragé. Il est encouragé. Depuis un petit, il est encouragé. Bouaké, à travers sa municipalité, est fier de son enfant. Amara Keïta ne sera plus seul. Nous sommes vraiment fiers que Bouaké puisse avoir un premier polytechnicien. Nous espérons que Amara ouvre la voie et que d'autres polytechniciens vont suivre dans peu de temps. La ville de Bouaké va continuer à le suivre. À l'aider d'abord, puisque au niveau du budget communal de la ville de Bouaké, dès 2022, une contribution à ses études sera prise par le budget de la commune de Bouaké. Ensuite, à titre personnel, je veillerai sur Amara pour voir comment évolue sa scolarité et quels sont les conseils et les recommandations que je pourrais lui apporter. Il est bon de savoir que depuis 2016, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro arrive à faire entrer 4 ou 5 de ses étudiants à X Paris. Le ministre Abdraman Sissé, l'ex-directeur général de la RTI Amadou Bakayoko et le banquier Tidiane Thiam font partie du cercle prisé des personnalités ivoiriennes passées par Polytechnique Paris. On parle de la saison des pluies. Actuellement, un accident est survenu hier à 22h dans la soirée du vendredi 25 dans la commune de Méagui, dans le département de Soubré, la région de la Nawa. Le pont de 10 mètres de longueur situé à l'entrée de la ville a cédé sous la pression de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la localité. Bilan, un camion de transport de marchandises endommagé. Plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée par les autorités de la commune. Les agents des travaux publics sont à l'œuvre. La circulation a repris. Le Conseil régional du Sud Comoé fait le point de ses actions. Il vient de tenir sa deuxième réunion ordinaire de l'exercice 2021. Le budget de cette année va connaître une hausse de plus de 139 millions de francs CFA. Ces ressources vont servir à la réalisation de plusieurs actions de développement, l'emploi des jeunes au centre des priorités. Mahama Traoré. En 2020, les recettes du budget de fonctionnement du Conseil régional du Sud Comoé ont connu un excédent de plus de 139 millions de francs CFA. Voilà qui justifie le projet de budget modificatif examiné et adopté par les conseillers régionaux pour l'exercice 2021. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 2 890 429 000 francs CFA, dont 1 209 010 francs CFA consacrés au budget de fonctionnement et 1 681 419 000 francs CFA au budget d'investissement. Mobiliser de telles ressources va permettre au Conseil régional du Sud Comoé de financer 58 actions d'envergure dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'aménagement des routes afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Durant cet exercice budgétaire, un point d'honneur sera accordé à l'emploi des jeunes de la région du Sud Comoé. Chaque habitant de cette région doit pouvoir trouver une activité génératrice de richesse et c'est la raison pour laquelle cette année nous privilégions tout ce qui touche à la création d'activités économiques. Nous avons signé avec l'Union européenne un programme d'insertion socio-économique qui est en cours et qui se déroule bien, qui permet à beaucoup de jeunes de la région de créer des activités génératrices de richesse. Depuis le début de l'année, le Conseil régional du Sud Comoé a déjà réalisé des ouvrages scolaires et sanitaires dans plusieurs localités de la région, en plus de dons de matériel roulant aux forces de sécurité et de la réhabilitation de 51 km de pistes en terre. Et on reste dans cette région du Sud Comoé. La Confédération des associations féminines pour l'émergence rend hommage au président de la République. Ces femmes saluent les actions de développement réalisées ces dernières années dans leur région. On retrouve Mahama Traoré. Une autoroute déjà réalisée entre Abidjan et Grand Bassam, l'axe Abidjan-Noé frontière du Ghana rénové, bientôt un nouveau CHR à Aboisseau et une route bitumée pour désenclaver le département de Tiapoum.
Pour toutes ces actions de développement, la Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, CAFER, rend hommage au président Alassane Ouattara, surtout pour la promotion des cadres de la région à de hautes fonctions. Eugène Akaawele, l'un d'entre eux, a été récemment nommé à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous disons merci au président de la République qui a fait confiance à l'un des fils de la région pour lui confier cette responsabilité énorme. Il assumera cette fonction avec dignité et nous pouvons lui faire confiance. Et nous remercions le chef de l'État pour cette nomination qui honore toute notre région. Selon Eugène Akaawele, le président Alassane Ouattara mérite cet hommage des femmes du Sud Comoé. Fêtons Alassane Ouattara pour tous ses bienfaits pour notre pays, particulièrement pour tous ses bienfaits pour le Sud Comoé, pendant longtemps oublié par les différents gouvernements. J'ai suivi la marche du Sud Comoé. Pendant longtemps, il n'y avait pas d'infrastructure digne de ce nom dans cette région. Pendant longtemps, il n'y avait pas de nomination digne de cette région. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, nous sommes dans la République de Côte d'Ivoire, le Sud Comoé. La Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, CAFER, compte une centaine de groupements. À la politique dans la région de la Bagoué, le coordonnateur HDP, Bruno Nabagné-Koné, exprime sa reconnaissance aux militants, les artisans de la victoire de ce parti dans la région lors des dernières législatives. Il appelle à rester mobilisé. Ami Sissoko. Après l'écrasante victoire du RHDP aux élections législatives du 6 mars dernier dans la Bagoué, avec 5 sièges sur 5, le coordonnateur régional Bruno Nabagné-Koné, accompagné de son équipe, a entrepris des tournées de remerciements dans les 3 départements de la Bagoué, Boundiali, Kouto et Tingrela. Député de la circonscription de Blességué-Kouto, il a traduit toute la gratitude de son parti aux populations et félicité tous les acteurs de ce plébiscite. Le merci, c'est à vous, monsieur le ministre, avec vos collaborateurs. Le plus grand merci, c'est à Alassane Draman Ouattara. Après un travail acharné, recevoir un merci de nos autorités, nos cadres, nous va vraiment droit au cœur. Le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, soutenu par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, invite l'ensemble des populations de sa région à rester mobilisées autour des idéaux du président Alassane Ouattara pour le développement de leur région. Développement qui sera accéléré avec les nouveaux ministres gouverneurs. Grâce au président Alassane Ouattara, notre région a été très fortement transformée. Grâce au président Alassane Ouattara, c'est tout notre pays, toute la Côte d'Ivoire qui se transforme au quotidien. Nous le voyons, nous le vivons. Nos populations ici le voient également, le sentent et le vivent. Donc pour nous, il est important de continuer dans cette vision-là. Autre temps fort de cette tournée de reconnaissance, la remise de plusieurs enveloppes de 500 000 francs à des personnes vulnérables. Les cadres de la Bagoué ont pris l'engagement de maintenir l'union, la paix et la cohésion pour le bien-être des populations. Et le RHDP mobilise la base de ce parti. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a reçu les délégués départementaux. Ils sont exhortés à continuer de travailler pour les défis futurs. Alexis Ouedraogo. Il faut que le travail soit réel. Le RHDP restructure, réorganise et mobilise. Après les dernières échéances électorales qui lui ont donné satisfaction, le parti remet la machine en marche. Le président nous a orientés dans la consolidation de la paix et de la stabilité, mais il nous a orientés aussi dans la consolidation du développement qu'il a initié depuis 10 ans pour qu'on puisse le poursuivre. Et pour cela, le président a besoin d'un socle institutionnel qu'il a déjà au niveau de l'Assemblée, mais il a besoin d'un parti fort. Et le parti fort doit reposer sur les délégués départementaux. C'est donc pour cela que nous avons initié la rencontre avec ces délégués. Et le RHDP veut mobiliser en dehors même de ses aires pour consolider l'unité dans le pays. Nous sommes ouverts à tous les partis dès lors que ces partis considèrent que
ensemble, nous devons construire. Et nous sommes un parti de rassemblement parce que nous croyons que la construction de notre pays, la consolidation de la Côte d'Ivoire repose sur l'ensemble de ses fils et filles. Les tournées de la direction exécutive tiendront sur 2 semaines. Plus de 4000 délégués seront visités. Et comme tous les samedis soirs, c'est l'heure de votre rendez-vous culturel. Tout le meilleur sur les antennes du groupe RTI pendant ses vacances. De nouveaux programmes et d'anciennes émissions cultes de retour. Variétoscope, Golden Voice, Tartonnet Emploi, Enjaillement et bien d'autres. Le lancement, c'était hier face à la presse, les chaînes de télé, radio et les plateformes numériques de la radio-télévision ivoirienne mobilisées. Un moment des plus divertissants et éducatifs dont nous parle Franck Wadiou. Des vacances colorées cette année 2021. Le groupe RTI renouvelle le bail de confiance avec le grand public. Mais pour ces vacances, le slogan est tout trouvé. Les vacances, c'est en famille sur la RTI. Pour ces vacances, la RTI sera encore dans son rôle de chaîne publique. C'est-à-dire que nos émissions que nous proposons pour ces vacances, ça sera forcément éduquer, informer, divertir. Les différents responsables du programme, des éditions ainsi que les directeurs des chaînes rencontre la presse. Au menu des échanges sur le contenu, les émissions cette année ont pour ambition répondre aux besoins spécifiques de chaque membre de famille. Variétoscope, Clash et Ouzo Vacances sur la RTI 1, RTI 2 avec Make-up Challenge et Star Tonnerre spécial Emploi, Baby Dance Battle sur la 3, Fréquence Folie sur Fréquence 2, Golden Voice sur Radio Côte d'Ivoire et RTI Boaké qui n'est pas un reste. C'est pour permettre aux jeunes gens qui veulent faire de la radio, puis concours vacances, permettre aux jeunes gens de passer de 5 vacances dans les différentes régions pour les détourner des fléaux de la société. Bien positionné sur différents segments. Nous parlons bien sûr de culture, nous parlons de sport et nous parlons aussi d'infos. Mais bien sûr, pour ces vacances, nous allons rester sur ces segments de musique, de culture générale et de sport. Nous avons 3 grosses productions. Make-up Challenge, qui est une sorte de télécrochet, voilà, qui mettra en compétition des amateurs, des passionnés du métier de maquillage. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Une émission qu'on appelle Enjaillement. Enjaillement, c'est une émission spectacle, je précise bien, du divertissement spectacle. Ouzo Vacances, qui a déjà commencé au niveau de la présélection, Variétoscope, qui revient pour la 2e année, et puis Clash musical qui va lancer les couleurs de cette année. Les couleurs vacances, ça sera rouge et blanc. On revient vraiment en force, la RTI doit jouer son rôle et je pense qu'on est attendu et personne ne sera déçu en tout cas. Des vacances 2021 avec davantage de contenu, les partenaires expriment leur satisfaction. Avec Ouzo Vacances, c'est une émission qui nous apporte toute satisfaction. On a fait plusieurs lancements de produits à Ouzo, donc la question en fait ne se pose plus aujourd'hui de donner une chance ou pas. On est limite automatiquement en fait avec Ouzo chaque année. Le groupe RTI est le premier groupe média de Côte d'Ivoire avec 3 chaînes de télévision, 2 chaînes de radio et une station régionale, ainsi que plusieurs supports digitaux. En littérature, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ a procédé au lancement officiel d'un concours littéraire. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, un message de l'écrivain en 1985. Cette correspondance s'adresse à la jeunesse africaine sur l'importance des valeurs ancestrales. Une compétition pour les élèves et étudiants qui prend fin le 15 octobre. On en parle avec Jean Magadi. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, l'intitulé du concours littéraire auxquels sont soumis cette année élèves et étudiants. Cette lettre, écrite par Amadou Hampâté-Bâ en 1985, s'adresse à la jeunesse africaine. Elle enseigne sur les valeurs ancestrales de cette jeunesse. Nous comptons vraiment donner le meilleur de nous. Nous avons lu la lettre, nous allons encore la relire parce que plusieurs lectures nous permettront véritablement de cerner tous les contours. Et donc après ces lectures-là, nous allons véritablement dire ce que nous pensons. Nous espérons véritablement remporter le prix. Pourquoi pas du meilleur. Le lancement officiel de ce concours, tenu au siège de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ à Cocody-Danga, en présence de plusieurs personnalités, s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la disparition de ce grand écrivain, homme de lettres, Amadou Hampâté-Bâ. Ce concours consiste à demander à la jeunesse cette lettre qu'Hampâté-Bâ a écrite en 1985, qui est encore d'actualité, que la postérité réponde à Amadou Hampâté-Bâ.
puisse lui dire quelque chose. Donc c'est une invitation intimiste entre Amadou Hampâté-Bâ, qui a vécu le siècle dernier, dont la pensée intemporelle demeure d'actualité, et que la jeunesse, qui a décidé de ne pas laisser mourir son patrimoine, puisse lui adresser des mots. Pour y participer, les candidats ont jusqu'au 15 octobre prochain pour adresser leurs réponses à l'adresse suivante: concours.maréponse@gmail.com. Alors, on va regarder la forme, hein, bien sûr, le style, la qualité du français, sachant que, comme on le disait, le genre est complètement libre. Le jeune peut choisir de répondre avec une poésie, un slam, une pièce de théâtre, un texte. C'est vraiment important que les jeunes nous répondent avec leurs mots. À l'allure d'un testament, cette lettre est une ode visant la conscientisation de la jeunesse du continent. Le lancement de ce concours a été meublé par des prestations d'artistes venus du Mali, pays d'origine d'Amadou Hampâté-Bâ. Et on retrouve l'invité de la page culture, Ali Yoda, journaliste écrivain, auteur de l'ouvrage La carte du parti, titre éponyme de 40 nouvelles qui retracent les souvenirs de son enfance. Alors c'est un récit qui parle de vous, de votre enfance. Est-ce qu'on peut savoir exactement à quelle période? Il y a deux étapes. Il y a ma tendre enfance au village, et puis la seconde partie, c'est la petite enfance à l'école, au primaire, je veux dire. D'accord, on va regarder un résumé de l'œuvre avec Franck Quadio et on se retrouve juste après. J'ai toujours rêvé publier des livres, d'Exit l'auteur, et à Ali Yoda, journaliste, de franchir le pas. Et pour un premier essai, nous présenter une quarantaine de récits tirés de son vécu. Il le dira lui-même, il transpose une vie sans relief d'un fils de paysan de la région de la Maraoué en Côte d'Ivoire. Que nenni, dira le lecteur, la vie d'Ali Yoda, journaliste bien connu ayant longtemps exercé sur les antennes du groupe RTI, n'est point sans relief. Le style direct, en postface, décrit par l'éditeur, est dit alerte et dépouillé avec une teinte d'humour noir et un tantinet satirique. Ali Yoda, la carte du parti, mais aussi le mouton n'était pas égorgé. Ma tutrice était une femme bêtée. Yoda a une tête propre, l'imam qui n'aimait pas l'école. Bref, Ali Yoda nous narre ses souvenirs d'enfance écrits pour se laisser lire. L'auteur est né le 23 octobre 1956 à Garango, Boisfly. Après une maîtrise en droit public obtenue à l'université d'Abidjan, il embrasse le métier de journaliste et depuis 2018, il est le directeur des ressources humaines de la Société ivoirienne de télédiffusion, EDT, à Abidjan. Alors, dans la nouvelle, le décès de ma nièce, Zénab est percuté par un camion. Le chauffeur est arrêté, emmené à la gendarmerie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est son père qui refuse qu'on sanctionne le chauffeur. Alors, est-ce qu'ici, c'est une valeur du pardon qui est prônée? Tout à fait, c'est le pardon qui est d'abord prôné. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une famille de musulmans. Et en tant que tel, on croit au destin. Et c'est pourquoi on pense que cet accident qui est arrivé, c'est le destin de cette fille-là, de cette petite-là. Et donc, aller demander que le chauffeur soit mis en prison et bien qu'on paye certaines assurances et tout ça, les parents ont insisté que ainsi en a voulu Dieu, le Créateur, et donc que les choses restent en l'état. Donc, c'est le pardon en un mot. Alors, des vieux comme Yanya avaient souhaité que Ali Yoda soit médecin. Et puis après, Ali Yoda s'est orienté vers les études de droit. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant a trahi le vieux Yanya? Non, bon, on ne pourrait pas dire les choses de cette façon. En fait, ce qu'il faut retenir de ce passage-là, c'est qu'il faut que nous apprenions à communiquer avec nos enfants. Parce que quand l'enfant va à l'école, souvent, l'enfant pense que c'est pour le punir que les parents l'envoient à l'école. Or, ce n'est pas ça. Si l'enfant sait pourquoi il va à l'école, il va travailler dans ce sens-là. Moi, je vous dirais que quand j'étais en France, il y a une émission de la télévision France 2, pour ne pas la citer, que j'aimais bien. C'était une émission présentée par Jacques Martin, qui ne recevait que les enfants, dont l'âge variait de 3 à 6 ans, 7 ans tout au plus. Mais quand les entretiens se font,
ce qui sort de la bouche de ces enfants-là, c'est édifiant. Pour dire que l'enfant, quand il sait pourquoi il va à l'école et qu'est-ce qu'il veut devenir, ça c'est important. Les parents ne font que le pousser et l'encourager. En général, quand le journaliste posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Si l'enfant connaît le métier de son papa ou bien de sa maman, il dit « Bon, je vais être médecin, je vais être pharmacien. » Ou bien, si ce n'est pas le cas, il dit « Bon, je vais être policier ou bien gendarme. » Parce que ce sont ces fonctionnaires-là que l'enfant a l'habitude de voir régulièrement. Chez nous, ici, vous allez, bon, je vous dis, allez à l'université, demandez à nos étudiants, vous êtes, je suis en droit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, tonton, je ne sais pas, mais bon, j'attends d'abord, quand je vais avoir ma maîtrise. Entendez, quelqu'un qui est à l'université ne sait pas ce qu'il va faire demain. Ça, c'est un problème. Donc, par rapport au vieux Nyanya, pour revenir à lui, il pensait, puisqu'il me voyait jouer les infirmiers, bon, il me s'est dit, bon, certainement que cet enfant-là va être médecin. Évidemment, moi, je n'ai pas choisi de faire la médecine. Et vous avez fait le droit. Alors, parlons de la carte du parti. C'est le titre éponyme de votre ouvrage. Ayouba n'avait pas sa carte, il n'avait pas payé. Et le chef du village était vraiment furieux après lui. Mais est-ce qu'il ne fallait pas dispenser Ayouba? C'était quand même quelqu'un qui n'avait pas les 3 000 francs CFA. En fait, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, nous étions dans un parti unique. Et les cartes du parti à cette époque-là étaient regardées par certaines personnes comme des pièces d'identité. C'est pourquoi d'ailleurs certaines personnes ont souvent vécu la mère expérience. Par exemple, quand on fait les contrôles, normalement c'est les pièces d'identité qui sont exigées. Mais si vous n'avez pas ça, il y en a qui vont et vous dites, mais et ta carte du parti? Si vous n'avez pas ça aussi, ben, vous êtes pénalisé, puni. Donc le cas de Ayouba, les cartes du parti doivent être payées. Donc Ayouba n'avait pas d'excuses? Non, il n'avait pas d'excuses. Vous voyez, parce que c'est le parti unique et c'est ce qu'il fallait pour nourrir le parti. Mais est-ce que Ayouba finalement a payé? Parce qu'on a plus la suite. Il a fait la promesse de revenir le lendemain. De revenir le lendemain payé. Il a dû faire ce qu'il pouvait pour avoir les sous nécessaires pour venir régler. Sinon, vous avez parlé d'obligation à payer la carte, mais il y a des dames que Soumaoro et son ami ont pu libérer. Elles ont été arrêtées de retour du marché. Oui, bon, parce que justement, c'est pour ça que je dis qu'à cette époque-là, par exemple, on avait, ce n'est pas maintenant où nous avons des policiers, des gendarmes et tout ça, mais souvent, c'était ce qu'on appelait entre griffes les gardes flocaux. À notre époque, c'est eux qui souvent s'érigeaient en agents pour faire ces contrôles-là. Et l'exemple que vous citez là, et ils se sont installés, ils ont fait une sorte de corridor au barrage, au pont de Boisflé là, et puis c'était une façon pour eux de s'enrichir. Parce que renseignement pris, puisque Soumaoro et son ami Bakary, quand ils sont allés vers eux pour leur dire qui leur donne l'autorisation de faire ce travail-là, ils n'ont pas pu répondre. Surtout qu'ils ont été menacés d'être conduits à la gendarmerie. C'est pour dire que, bon, ils ont arrêté ces femmes-là, non pas parce qu'elles n'avaient pas leur carte d'identité, mais ils n'ont pas leur carte du parti et ils ont trouvé que ça, c'était une grande faute, il fallait qu'elles payent. Alors, 40 récits dans une plume excellemment maniée, le style est direct, il est digeste. Est-ce que Ali Yuda a tout dit sur son enfance dans cet ouvrage? Il est difficile à travers quelques chapitres de pouvoir tout dire sur son enfance. C'est une tranche de vie. Vous savez, on ne peut dire que ce que l'inspiration qui vous vient en ce moment-là, mais pour le reste, peut-être que ça viendra après. Au-delà de vos souvenirs, il y a aussi des thèmes d'actualité que vous abordez, comme l'excision. C'était important pour vous? Qu'est-ce que vous visez exactement en abordant la question? Non, en fait, voilà un phénomène qui ne prend sa source nulle part. Demandez à nos maîtres coraniques, ce n'est pas dit dans le Coran. Et c'est d'ailleurs l'un des combats de notre imam, l'imam de la mosquée du plateau, l'imam Sissé Djigiba, et donc qui fait
de la guerre à l'excision une de ses priorités, parce que ce n'est pas écrit nulle part dans le Coran. Quoi qu'on pense que ce soit les musulmans qui font cette pratique-là. D'abord, ce n'est pas islamique. Deuxièmement, dans nos traditions même, quand on s'informe, ce n'est pas fondé. C'est pas fondé. Donc, si on peut combattre ces pratiques-là, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a des campagnes qui se font ça et là, mais pour le moment, il y a encore du travail à faire. Alors, juste une dernière question rapidement. Malheureusement, le temps court très vite. Ils sont nombreux à se demander que devient le célèbre animateur de Allahu Akbar. Ben, écoutez, Ali Yoda, comme l'a dit Franck tout à l'heure dans son petit résumé, je suis à la Société ivoirienne de télédiffusion et c'est nous qui nous occupons de la TNT, donc du déploiement de la TNT. Et donc, nous essayons de faire, aux côtés du directeur général, M. Yeo Adama Benoît, apporter notre petite contribution au démarrage de cette nouvelle société, de façon à faire en sorte que la TNT soit mise à la disposition de tous les Ivoiriens et sur tout le territoire national. Alors, ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Ali Yoda, la carte du parti, un coup d'essai, un coup de maître, dans un style narratif simple, direct et touchant. Une plume alerte à lire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne récolte qu'il faut se vanter de mieux manier la tabac que les autres. Dieu le voulant, on se retrouve demain.